Le 29 août 2005 à 6 h, l'ouragan Katrina s'abat sur le littoral à 100 km au sud-est de la Nouvelle-Orléans, ravageant tout sur son passage. La côte de la Louisiane et sa capitale vivent là leur pire cauchemar. Le réchauffement de la planète entraînant la montée du niveau des mers, la plupart des spécialistes craignent que le pire ne soit à venir. Aussi, la Nouvelle-Orléans doit-elle trouver des solutions urgentes. Les sous-sols sont sans doute la clé de la survie d'une ville où l'on doit surélever jusqu'au cimetière. Des digues en pleine dislocation. Ce mur est à environ 35 cm trop bas. Il suffit qu'un des pans cède pour que les autres suivent. Aux chantiers colossaux prévus pour sauver la ville de l'engloutissement. Il y a là 76 500 000 mètres cubes de glaise, de quoi remplir 20 stades couverts. La Nouvelle-Orléans doit sa survie à une cohorte de héros anonymes. Si on perdait cette centrale, Vous perdiez la Nouvelle-Orléans. Une guerre de travaux titanesque est engagée. ça peut recommencer à la prochaine saison des ouragans. Car la ville est en péril sous le niveau de la mer. Remontez avec nous les couloirs du temps dans Les Secrets des villes. Aujourd'hui, l'ouragan Katrina. La Nouvelle-Orléans se remet lentement du passage de l'ouragan Katrina. Tandis qu'on rebâtit les quartiers dévastés et qu'ingénieurs et ouvriers travaillent d'arrache-pied pour reconstruire les digues rompues, les habitants ont retrouvé leurs habitudes festives. Bonjour, je suis Don Wildman. Comme vous pouvez le voir, Mardi Gras bat son plein en centre-ville. Les gens font la fête sans se soucier du lendemain. Il faut se réjouir de cette liesse, puisqu'en août 2005, la plupart des habitants ne prédisaient plus aucun avenir à la Nouvelle-Orléans. L'ouragan Katrina a inondé 65 de ses 75 quartiers, tuant plus de 1200 personnes. C'est la pire catastrophe, à la fois naturelle et structurelle, qu'aient connue les États-Unis. Le fait est que la capitale du jazz a toujours été confrontée à de grosses difficultés pour survivre. La moitié de la Nouvelle-Orléans est située sous le niveau de la mer, par endroits jusqu'à moins 3,50 m. Une réalité difficile à vivre, qui depuis des lustres pousse ses habitants à se mesurer aux forces de la nature. Si ingénieurs et scientifiques n'agissent pas très rapidement, la Nouvelle-Orléans risque d'être définitivement rayée de la carte. Une course contre la montre s'est donc engagée. Une seule solution, le sous-sol. Une moitié de la ville est située sous le niveau de la mer, et la totalité de ces édifices repose sur un socle bourbeux. À l'exception des tunnels de drainage ayant permis d'assécher la ville, son sous-sol comporte très peu d'ouvrages bâtis par l'homme. Pourtant, ce dernier a toujours joué un rôle prépondérant dans son urbanisation, comme récemment lorsque Katrina a frappé les côtes de la Louisiane. Si Katrina a fondu sur la Nouvelle-Orléans à 230 km/h, ce n'est pas le vent qui l'a presque entièrement ravagé, mais les eaux qui cernent toute la ville. Au nord, le lac Pontchartrain, au sud, le golfe du Mexique. À l'est, le lac Borgne. Et serpentant à travers la ville, le fleuve Mississippi. Regardez un peu ça. D'ici, je pointe vers ce navire. D'accord? Il est sur le fleuve Mississippi. Vous devinez où est le problème? Regardez, le niveau de l'eau est là-bas. Et voyez où vivent les gens, en contrebas. Eau, plus population, égale problème. Quelques scientifiques spécialisés qui avaient prédit la catastrophe s'ingénuent depuis à prévenir une récidive potentiellement fatale. L'ouragan Katrina aurait généré une énergie égale à celle de 100 000 bombes atomiques. Mais nombreux sont les gens à penser que ça n'était rien en comparaison de ce qui attend la Nouvelle-Orléans. En particulier à cause du réchauffement de la planète et de la montée du niveau des mers. Il y a urgence à anticiper correctement un nouveau désastre. J'ai rendez-vous avec Ivor Van Heerden, un spécialiste du Centre d'études des ouragans à l'Université de Louisiane. Comment ça va? Ici, on est dans l'œil du cyclone. Oui. Originaire d'Afrique du Sud, Ivor Van Heerden est venu vivre à la Nouvelle-Orléans, qu'il entend sauver comme on sauve une terre d'accueil. Au sein de l'Université de Louisiane, le Centre d'études des ouragans figure parmi les laboratoires de pointe pour ce qui concerne la prévision des graves perturbations météorologiques. C'est là qu'Ivor a fini par établir un pronostic pessimiste pour la ville qu'il chérit. C'est la carte côtière de la Louisiane.
On a conçu cette carte de sorte qu'elle montre l'avancée progressive des eaux sur les terres des années 1930 à 2000. Les zones oranges marquent quoi? Toutes les terres perdues. Depuis les années 30? Ça représente plus de 500 000 hectares. Pour la plupart concentrés autour de la Nouvelle-Orléans, le phénomène s'étant aggravé avec Katrina. On est dans une situation d'extrême urgence au niveau national. Malheureusement, la côte de la Louisiane n'est qu'au début du cauchemar. Tandis que le réchauffement de la planète élève le niveau des mers, la Nouvelle-Orléans ne sera bientôt plus la seule ville à perdre progressivement de sa terre ferme. 53% des Américains vivent dans des agglomérations du littoral. Tous courent un danger accru dû aux inondations provoquées par les tempêtes. Les scientifiques estiment que l'Atlantique risque de s'élever encore de 30 cm d'ici la fin du XXIe siècle. Il suffirait alors d'un cyclone majeur pour que Miami, Washington et Boston soient inondés. New York verrait alors son métro et ses aéroports submergés, tandis qu'une partie de Manhattan serait engloutie sous 3 mètres d'eau. Mais aucune ville n'est aussi vulnérable que la Nouvelle-Orléans, d'ores et déjà ravagée par les trombes d'eau de Katrina. Quand on a vu à la télé les rues de la Nouvelle-Orléans envahies par les eaux qui montaient jusqu'au toit, c'était dû au déferlant de la tempête. Oui, c'était la conséquence directe de l'inefficacité des digues. Katrina est une catastrophe provoquée par l'homme. Beaucoup pensent que Katrina a frappé directement la ville, alors que ce n'était pas le cas. Katrina est passée à côté de la Nouvelle-Orléans. Mais si les digues n'avaient pas cédé, on ne parlerait plus de cet ouragan. C'est dingue. L'équipe d'Ivor travaille à partir d'ordinateurs très puissants, cumulant les capacités de 3000 PC haut de gamme. Leur rôle, simuler des scénarios catastrophes sur la topographie de la Nouvelle-Orléans et ses digues. Il évalue les dégâts causés à la ville en fonction de la force, de la vitesse et de la direction des ouragans. Là, vous avez imaginé qu'un ouragan de la force de Katrina arrive par l'ouest, et non par l'est, comme Katrina. Oui, on l'a même un peu ralenti. Voici l'œil qui monte. Et en cours de route, vous remarquez que les couleurs s'éclaircissent. C'est exact. Et une fois qu'il est passé, vous constatez que l'intégralité de la Nouvelle-Orléans a été submergée. Si au passage de Katrina, le célèbre quartier français a été épargné des eaux, il faut savoir qu'un ouragan de catégorie 3 en provenance de l'ouest bouleverserait ce scénario. Les vents provoqueraient des déferlantes provenant des voies navigables, comme le Mississippi, et créeraient un énorme raz-de-marée qui franchirait les digues. Ces trombes s'abattraient sur Bourbon Street et culmineraient à 4,50 m au-dessus du niveau de la mer, engloutissant le reste de la ville sur des kilomètres. Un tel scénario ferait sans doute dans les 50 000 morts au lieu des 1500 victimes recensées. Vous êtes sûr que ça peut arriver? Pas plus tard qu'à la prochaine saison des ouragans. Ivor pense qu'il faut s'attendre à voir déferler une nouvelle méga-tempête. Pour protéger la Nouvelle-Orléans d'un cataclysme, les ingénieurs doivent reconstruire ses défenses, à commencer par ses infrastructures souterraines. Ivor me conduit sur le front où l'on se bat pour la sauvegarde de la Nouvelle-Orléans. On y va? Cette eau sur laquelle nous naviguons, c'est celle du lac Pontchartrain. C'est une sorte de mer intérieure. Au sud de ces rives se trouve la Nouvelle-Orléans. La seule chose qui empêche cette eau d'envahir les rues de la ville, ce sont les digues qui bordent toute cette partie du lac. Le problème, c'est que certaines d'entre elles s'enfoncent. Ivor contrôle leur niveau en permanence. Nous allons justement voir à quoi ça ressemble. Wow. Ici, nous sommes sur le flanc ouest de la Nouvelle-Orléans. Donc, c'est ce mur qui paraît infini, qui est censé protéger la Nouvelle-Orléans. C'est ça, il part du fleuve Mississippi et court jusqu'au lac Pontchartrain. C'est le type de digue construite en 1900 en forme de I. Ces digues constituent l'alternative moderne au traditionnel levé de terre. Ces murs en I sont de simples plaques de béton armées, enfoncées profondément dans le sol. Si la digue en T est plus coûteuse, elle est également plus efficace. Elle s'appuie sur une large chape de béton, dont la stabilité est renforcée par de solides pieux de soutènement enfoncés de biais dans la terre.
Tandis que tous les segments en T ont survécu au passage de Katrina, nombreuses sont les digues en I à avoir cédé. Ivor me montre l'endroit où une rangée s'enfonce après s'être désolidarisée de son tablier métallique, au point de pencher de manière inquiétante. Ce pan de mur qui pèse un poids colossal repose verticalement sur un terrain meuble et se met à pencher au fur et à mesure qu'il s'enfonce, c'est ça? Oui, s'il s'affaisse et si on le compare aux segments adjacents, on s'aperçoit qu'il est environ 35 cm trop bas. De la même manière qu'un simple trou suffit à couler un bateau, si un seul de ces segments de digue cède, tout le reste s'écroule. Ça vous dirait de vivre juste de l'autre côté? Non. Moi non plus. Le seul moyen de solidariser ces digues consiste à les renforcer profondément en sous-sol. Mais le simple remplacement des digues en I par un modèle en T coûterait des milliards de dollars. Pourtant, Ivor pense que c'est le prix à payer, ainsi que pour d'autres projets de reflux des eaux, si l'on veut sauver la Nouvelle-Orléans d'une mort programmée. Katrina nous a servi de leçon. L'ouragan nous a enseigné que nos infrastructures ne sont pas à la hauteur et qu'il faut les améliorer d'urgence, car nous restons extrêmement vulnérables. Dès la fondation de la Nouvelle-Orléans, ses habitants ont su qu'ils avaient bâti en dessous du niveau de la mer. Ils ont élevé des digues pour la protéger des raz-de-marée. Pourtant, la véritable menace ne venait pas des eaux entourant la ville, mais de son sous-sol très meuble jusqu'en profondeur. Je rencontre le capitaine Marshall du génie militaire pour comprendre comment la Nouvelle-Orléans travaille à résoudre ce vieux problème. Vous m'emmenez voir les digues? C'est ça. C'est pour moi? Oui. Merci. À partir de maintenant, vous êtes sous la protection de l'armée. Quelle est la longueur des digues qui entourent la Nouvelle-Orléans? Le périmètre de protection total, 560 km, en cumulant les remblais et les murs de béton. Ça fait la distance de Houston à la Nouvelle-Orléans ou de San Francisco à Los Angeles. À la suite du passage de Katrina, plus de 16 000 soldats ouvriers du génie militaire ont reconstruit ces levées de terre d'apparence simple. Les digues, qui sont des remblais servant à contenir l'eau des inondations, forment en définitive les fondations de la ville. Leurs ancêtres étaient les remblais naturels accumulés pendant des milliers d'années par les sédiments des rives du Mississippi. Quand les premiers colons français arrivent en 1718, ils s'implantent sur ces hautes terres, avant de commencer à assécher les marécages et à élever des murets de 90 cm pour se protéger. Au cours du siècle qui suit, si la ville s'étend et continue d'élever des digues plus hautes, elle commence également à s'enfoncer. Au fur et à mesure que les terrains marécageux sont asséchés et bâtis, le poids des constructions provoque des affaissements. Tous les 50 ans, la ville s'enfonce de 60 cm, jusqu'à 3 mètres dans certaines zones. La Nouvelle-Orléans est devenue une cuvette géante bordée de digues protectrices. Pour peu qu'elle rompe comme c'est arrivé au passage de l'ouragan Katrina, la cuvette se remplit, immergeant la Nouvelle-Orléans. Cette digue sur laquelle nous grimpons, elle est achevée? Elle est terminée pour ce qui est de sa hauteur et de sa forme globale. Mais on doit encore y mettre de la végétation. Cette digue a été formée par un travail de terrassement au bulldozer. Elle atteint par endroits la largeur d'un terrain de football. De l'herbe y sera plantée afin que ses racines stabilisent le sol et retardent le travail de l'érosion. Les ingénieurs du génie militaire ont dû calculer très précisément l'emplacement de ces digues, leur hauteur et la composition exacte de leurs terres. La moindre erreur peut provoquer une catastrophe. Au passage de Katrina, des déferlantes ont fait déborder le canal industriel traversant la 9e circonscription de la Nouvelle-Orléans. Les eaux ont érodé les remblais de terre, jusqu'à ce que la structure s'affaisse à 3 endroits, laissant inonder l'intégralité du quartier et provoquant la mort de 70 personnes. Toutes nos structures doivent être assez résistantes pour supporter des tempêtes plus fortes que celles pour lesquelles elles ont été conçues. C'est la grande leçon du passage de Katrina. La solution n'est pas uniquement dans la hauteur des digues, mais aussi dans la résistance de leur soubassement. L'argile tendre qui a causé l'affaissement progressif des digues fournit aussi la matière première idéale pour élever les remblais. Cet immense chantier d'excavation situé à près de 5 km de la digue est une carrière où l'on extrait la précieuse argile. C'est ça, votre carrière d'argile? Oui, Vous faites littéralement des bains de boue ici. en quelque sorte. Elle fait 21 hectares.
Et on prévoit de la creuser jusqu'à 6,70 m de profondeur. Combien de terre vous faut-il pour construire une levée de 560 km de long? Plus de 76 500 000 m3. J'ai du mal à visionner. D'après nos calculs, ça suffirait à remplir une vingtaine de stades couverts. Je peux descendre palper la consistance de votre matériau de travail? Si vous voulez. Super. Cette carrière d'argile représente littéralement le sous-sol de la Nouvelle-Orléans. C'est l'occasion rare d'avoir un aperçu du milieu géologique sur lequel s'appuie la ville et qui est la clé de sa sauvegarde. À la différence des autres grandes villes américaines, la Nouvelle-Orléans ne repose pas sur de la roche, mais sur plusieurs couches de boue, de limon et d'argile. En creusant à travers ces strates, le génie militaire espère trouver comment assurer la pérennité de la Nouvelle-Orléans. Voici un bon exemple de ce qu'on recherche. C'est de l'argile. C'est cette terre glaise collante? Vous voyez comme c'est malléable et imperméable. C'est elle qui va donner aux digues leur structure. Exactement. Comment avez-vous découvert ce gisement? On a fait des forages et prélevé des échantillons jusqu'à 1,50 m en dessous de la profondeur d'excavation prévue. Vous avez été plus loin que les 6,70 m. Et une fois trouvé ce gisement d'argile, vous avez envoyé vos engins de chantier. C'est ça. Mais il faut quand même aller très profond dans les sous-sols pour aller chercher la terre qui protégera la ville. Effectivement, parce qu'il fallait trouver le bon mélange géologique. La recette de ce cocktail est simple. Une bonne terre lourde et granuleuse, capable d'absorber des quantités d'eau sans se déliter. Mais il arrive que cette glaise doive être asséchée puisque sa manipulation est difficile tant qu'elle est gorgée d'eau. Je voudrais voir si c'est comme des sables mouvants. La réponse est non. C'est comme ça que les gazelles meurent en Afrique. Gardez ça au montage. C'est en faisant l'effort de vous démontrer la plasticité exceptionnelle de l'argile du Mississippi que je me suis fait avoir comme un spécimen de la faune d'Afrique. Bon Dieu! Autre élément à surveiller de près, la proportion de matière végétale contenue dans l'argile. Vous voyez qu'il y a un peu de matière organique. On vérifie car on ne doit pas dépasser 10% de la composition totale. Mais vous me parliez tout à l'heure de plantes pourrissant dans la glaise. Si leur concentration est trop forte, leur décomposition peut former des poches de vide qui affaiblissent les digues et risquent de causer leur rupture. De petites fissures invisibles à l'œil nu, mais qui sous l'effet des ouragans se gorgent d'eau et à la manière de plaques d'avalanche s'étendent brusquement, faisant s'effondrer sur elles-mêmes des sections entières de digues. Qu'est-ce qui a changé après Katrina? Les critères de conception des digues et les choix des terres servant à les édifier sont devenus plus rigoureux. C'est un des nombreux paradoxes de cette ville. Si l'argile tendre supportant la Nouvelle-Orléans est responsable de son enfoncement progressif, c'est aussi elle qui devrait la sauver. Quant aux intempéries qui ont failli la rayer de la carte, elles fournissent de précieuses pistes pour assurer sa sauvegarde. Par conséquent, plus les tempêtes sont violentes, plus les digues profitent en retour des leçons qu'on en tire. Absolument. Les colons français qui ont bâti la Nouvelle-Orléans ont eu la tâche difficile de transformer des marécages nauséabonds en une agglomération saine. Outre la nécessité de faire face aux inondations provenant des crues du lac Pontchartrain, du Mississippi et du golfe du Mexique, la ville subit un degré de pluviométrie de 1500 mm par an, 2 fois plus qu'à Amsterdam. Des siècles durant, la Nouvelle-Orléans n'a pas eu de vrais moyens pour évacuer ses eaux de pluie. Malaria, fièvre jaune et choléra faisaient partie de son quotidien. Face à ce dilemme, les urbanistes ont dû trouver une solution. Et c'est en sous-sol qu'elle s'est imposée. En 1878, une épidémie de fièvre jaune tue 4000 habitants, forçant 20% de la population à fuir. Après cette tragédie, la Nouvelle-Orléans se décide à lancer un vaste chantier destiné à évacuer ses eaux stagnantes après de fortes précipitations. On commence par creuser 150 km de canaux de drainage interconnectés, alimentés par d'énormes pompes capables d'aspirer l'eau.
vaste réseau de canaux dessert 24 stations de pompage. La moitié est enfouie à 3,50 mètres. La construction de ces canaux souterrains, dans un sous-sol meuble, ne sera pas chose facile. Une fois creusés, les canaux sont bordés de parois d'acier. On place au sommet des étais afin d'assurer la verticalité des renforts. Puis on coule devant l'armature une épaisseur de béton suffisante pour supporter la dalle d'appui des rues et des immeubles. Ainsi seront canalisés chaque jour jusqu'à 75 milliards de litres d'eau. Ces canaux font partie des rares ouvrages souterrains de la ville. Le 29 août 2005, ces 145 km d'égouts, dont la majeure partie vieille d'un siècle, ont été mis à rude contribution. Il est possible qu'on doive au réseau de stations de pompage de la ville, âgé d'un siècle, la survie de la Nouvelle-Orléans. Ces pompes sont capables d'aspirer 75 milliards de litres d'eau en 24 heures. Ça fait une piscine olympique presque toutes les 2 secondes. Mais ces pompes colossales n'ont pas été conçues pour pallier une rupture des digues. Quand l'ouragan Katrina s'est abattu, on a évacué la plupart des habitants, sauf les ouvriers des stations de pompage, restés sur place au péril de leur vie. Ils sont restés pour protéger la ville. Et l'histoire de la station numéro 6 est incroyable. Le dimanche, de fortes précipitations s'abattent sur la ville. Et le lundi matin, quand les vents de 230 km/h s'engouffrent dans les rues, celles-ci sont déjà sous 25 cm d'eau. Lundi, en milieu de matinée, le pire de la tempête est passé. Ce système et les hommes qui l'ont fait fonctionner 24 heures d'affilée ont épargné à la ville ses premières inondations. C'est alors que certaines digues ont cédé. En fin de matinée, on relève des dizaines de brèches sur un total de 65 km. Toute la journée et jusque tard dans la nuit, les eaux du lac Pontchartrain et du lac Borgne se déversent dans la ville. L'action des pompes qui refluaient l'excédent d'eau vers les lacs est à présent inutile, car l'eau tournerait en circuit fermé. La seule alternative consiste à tenter de sauver les pompes. Car pour peu qu'elles soient noyées, elles ne pourraient plus servir pour vider plus tard la ville de ses eaux. Et la Nouvelle-Orléans serait perdue pour de bon. Cette pompe a presque 100 ans, mais elle n'a rien perdu de sa puissance. Voilà comment ça fonctionne. Cette roue, c'est en quelque sorte le moteur. Elle tourne à grande vitesse. Elle fournit l'énergie rotative à un arbre, lequel est relié à l'hélice enfermée là derrière. Une hélice de 3,60 m de diamètre qui, en tournant, crée une force d'aspiration qui draine l'eau. Dès que la pompe est amorcée, l'eau s'évacue vers l'autre bout, où elle est canalisée jusqu'au lac Pontchartrain. Cette immense station compte 15 pompes. En les mettant toutes en marche en même temps, on peut évacuer jusqu'à 3 785 000 litres d'eau par seconde. L'un des opérateurs de ces pompes, Rufus Burkhalter, est resté travailler 24 heures dans la station numéro 6 pendant le passage de Katrina. Ici, nous sommes dans la salle de contrôle, n'est-ce pas? Oui. Dès qu'il sait que Katrina va frapper la Nouvelle-Orléans, Rufus met sa famille à l'abri à Houston et rejoint son poste. Quelle était l'ambiance ce jour-là? On avait très peur. Mais on avait tous notre boulot à accomplir, alors on s'y est collé. On a pompé l'eau autant qu'on pouvait. Ou du moins, avons-nous pensé qu'on y arriverait. Le lundi matin, Rufus aperçoit l'eau de la brèche du canal située au niveau de la 17e rue qui déferle vers la station. Il court se réfugier à l'intérieur et se barricade avec des sacs de sable. Je sentais l'eau pousser derrière la porte à mesure que je la consolidais avec les sacs de sable. L'eau s'infiltre malgré tout et ruisselle jusqu'au sous-sol où sont logés les transformateurs de 660 volts. Qu'est-ce qui se passe si elle atteint les transformateurs? La station saute. Elle explose? Si les transfos sont encore chauds, oui. C'est pourquoi on avait pensé à les éteindre. Parce que si on les perdait... Vous perdiez la Nouvelle-Orléans. Rufus se précipite vers la salle de contrôle et parvient in extremis à éteindre les transformateurs. Grâce à son sang-froid et à sa maîtrise, il évite une grave panne à la station. Elle peut reprendre son activité une semaine plus tard. Vous étiez en danger ici. Pourquoi n'êtes-vous pas parti vous réfugier ailleurs? Ça paraît peut-être idiot à dire, mais mon travail consiste à protéger la ville avec ses citoyens et tout ce qu'ils possèdent. Nous avons une obligation de résultat.
Tout le monde sait que les digues de la Nouvelle-Orléans posent problème. Pourtant, elles ne sont que la partie visible de l'iceberg, car la Nouvelle-Orléans s'enfonce. Et dans quelques dizaines d'années, l'océan risque de la voir rejointe. Tout ça parce que les meilleures défenses naturelles contre les ouragans, c'est-à-dire ces millions d'hectares de marais côtiers, disparaissent au rythme ahurissant d'un terrain de football toutes les 45 minutes. On s'est aperçu que sur une largeur de 4 km 300, la partie littérale de ces zones humides a pour fonction naturelle d'absorber les projections des tempêtes sur une profondeur de 30 cm. Et comme l'a prouvé Katrina, il y a urgence à préserver chaque centimètre de cette ville, située sous le niveau de la mer. Heureusement, une solution existe, et elle est située juste sous mes pieds. Vous allez voir. Les inondations font partie du cycle naturel du delta du Mississippi. Mais au fur et à mesure que la population locale augmente, les dégâts empirent chaque fois que le fleuve est en crue. L'une des pires inondations a lieu en 1927, près de 80 ans avant Katrina. De l'Illinois jusqu'à la Nouvelle-Orléans, les crues du Mississippi causent alors l'équivalent de 3,86 milliards d'euros de dégâts et tuent 246 personnes. Le gouvernement fédéral intervient et fait construire dans les décennies qui suivent, sur les 3200 km de rive, des digues canalisant le cours du fleuve. Si ces digues facilitent la navigation et permettent de juguler les crues, elles font aussi dépérir les marais de Louisiane. Ces zones marécageuses ne sont pas seulement un habitat naturel de la faune. Elles agissent également comme une éponge, absorbant l'eau des déferlantes qui annoncent le passage d'ouragans violents comme Katrina. J'ai rendez-vous avec Chuck Villarubia, biologiste au sein d'un groupe de scientifiques et d'ingénieurs chargés de sauver le littoral de la Louisiane. À 88 km de la Nouvelle-Orléans se trouve le canal d'eau douce de Caernarvon, un ouvrage bâti pour sauver les marécages moribonds de la Louisiane. Son rôle marque une étape décisive dans la protection de la Nouvelle-Orléans lorsque sévira la prochaine méga-tempête. Cette infrastructure est donc essentiellement une porte d'écluse. Oui, on l'utilise surtout pour réhydrater les marais côtiers. Elle sert à canaliser une petite partie de l'eau du Mississippi vers les marais, comme ça se passait naturellement avant qu'on ne bâtisse des digues. Et comment fonctionne ce canal de déviation ? Le barrage est équipé de 5 écluses, permettant à l'eau douce du Mississippi de passer par des coffrages en béton qui la déversent dans le canal conduisant vers les marais. L'ouvrage sépare le fleuve Mississippi d'un étroit canal naissant à 3,30 m sous son niveau. À 7 mètres sous la surface du côté du Mississippi se trouvent 5 coffrages de béton, fermés par des portes métalliques. Un mécanisme permet d'ouvrir les portes. Attirée par la force de gravité, l'eau s'engouffre dans les coffrages jusque de l'autre côté. Cette eau chargée en sédiments va contribuer à stabiliser les marécages protégeant le littoral. Je peux ? Appuyez sur le bouton vert. C'est tout. C'est tout. Les 5 portes vont se lever et l'eau se déversera vers le canal. Oui, à peine levé, on va commencer à voir de l'eau passer de l'autre côté, à raison de 226 mètres cubes par seconde. Ça fait plus de 226 000 litres par seconde. C'est-à-dire que ça remplirait une piscine olympique à peu près en 11 secondes. Ce barrage de déviation, ainsi qu'un autre plus imposant, ont été édifiés au début des années 90. Mais après le passage désastreux de Katrina, il est prévu d'en bâtir d'autres. Vous voyez donc ici les mesures concrètes qui ont été prises pour résoudre le problème. Les marais côtiers ont besoin d'être alimentés en eau du Mississippi. L'eau dans laquelle ils puisaient autrefois leurs sédiments, assurant leur survie. On est obligé aujourd'hui de leur apporter ces sédiments en ouvrant les vannes. Ces sédiments provenant du Mississippi vont contribuer à restaurer les 106 km² de zones humides détruites par Katrina. Mais il faut bien davantage que la boue d'un fleuve pour espérer les sauver. La seule façon de comprendre ce qui se passe sous l'eau et en sous-sol est d'avoir une vue aérienne de la situation. Darren Lee, spécialiste de l'environnement, m'emmène à 450 mètres d'altitude, voir ce qu'il subsiste des marais de Louisiane. Dernière ligne de défense contre un prochain ouragan dévastateur. On est à quelle distance de la ville ?
Quelque chose comme 12 à 16 kilomètres. Et si près, on s'aperçoit que sous nos pieds, c'est un univers presque entièrement aquatique. Il y a 50 ans, c'était des marées praticables à pied. On estime que d'ici 2050, on aura perdu en terre l'équivalent de la superficie de Baltimore ou de Washington. C'est bizarre, parce qu'ici, on parle d'un point de vue scientifique et écologique. Mais si ailleurs aux États-Unis, quelqu'un voulait s'emparer de force d'une telle superficie, on lui enverrait l'armée. C'est vrai. La plupart de ceux qui travaillent ici ont conscience de l'étendue et de l'urgence du problème. Et ils s'y attellent exactement comme s'ils combattaient un ennemi. Le risque est effectivement de perdre une guerre. On va à Mérir pour voir ça de plus près. D'accord. À 450 mètres d'altitude, le problème est parfaitement clair. Mais c'est en bas que se trouve la solution. À 115 km de la Nouvelle-Orléans se trouve le lac Boudreau, où Darren et un groupe de scientifiques dirigent le projet de sauvegarde des marais du lac Boudreau pour tenter de réparer une partie des énormes dégâts. L'objectif, ajouter 100 hectares de zones marécageuses bien tangibles, à un littoral qui a perdu une langue de 60 à 90 mètres en 50 ans seulement. On est en plein milieu des marais. Par ici? Faites attention où vous mettez les pieds, on s'enfonce. Je sens le sol bouger. On a l'impression de remuer tout l'îlot rien qu'en se déplaçant. Les Cajuns appelaient ça la prairie tremblante à l'époque. C'était terreux et couvert d'herbes grasses. On se croirait sur un trampoline. C'est pour ça que c'est si fragile. Oui. Avec votre équipe, vous démarrez donc d'un marais naturel. Oui, on monte ici sur ce qu'on appelle un endiguement. Le projet consiste à draguer des sédiments du lac qui se trouvent face à nous pour les transférer derrière cet endiguement et restaurer peu à peu les terres marécageuses. Ce marais artificiel, qu'on s'évertue à créer au large de la Nouvelle-Orléans, est constitué de boue collectée au fond du lac, afin de transformer ces rives en zones humides où prospéreront faune et flore. Pour recueillir les sédiments du lit, on utilise une drague hydraulique. Les sédiments sont forés par un trépan et aspirés sous forme de boue liquide à travers un long tube à embout appelé élinde. Le produit du dragage est ensuite refoulé vers sa zone de destination par des conduits flottants. On puise dans les ressources du sous-sol pour recréer une zone terrestre de ce côté. C'est ça. Le nouveau marais est protégé des vagues hautes par ces digues de pierre. Les blocs ont été empilés sur un tissu imputrescible afin de répartir leur poids et les empêcher de s'enfoncer. C'est une installation provisoire pour protéger l'ouvrage. Une fois qu'il sera consolidé, on abattra la digue, de sorte que le jeu des marées laissera entrer et sortir naturellement l'eau. La faune viendra à nouveau s'y installer. Ce nouveau marais autonome absorbera les déferlantes des tempêtes et protégera les habitants de la région. S'il y avait eu davantage de zones humides comme celle-ci au moment du passage de Katrina, les dommages subis par les côtes de la Louisiane auraient été beaucoup moins importants. Regardez ça. C'est précisément la vase qu'on est en train d'évoquer. Elle provient du fond du delta du Mississippi. On est ici en Louisiane, mais ces limons viennent du Minnesota, du Nebraska et du Missouri. C'est donc un peu de ma patrie, l'Amérique, que j'ai sur les mains. À mesure qu'approche l'ouragan Katrina, le maire de la Nouvelle-Orléans déclare son stade couvert, le Superdome de Louisiane, abri de la dernière chance. Mais les vents déchaînés de Katrina vont arracher une partie du toit du bâtiment. Dans les jours suivant le cataclysme, le stade accueillera tout de même 30 000 personnes contraintes d'accepter des conditions précaires. Ce stade, dont je rappelle qu'il est le plus grand stade couvert du monde, a été témoin du très long chaos qui a régné ici, après le passage de Katrina. Aujourd'hui, il a retrouvé toute sa superbe et il est devenu le symbole de la rapidité avec laquelle la Nouvelle-Orléans a ressurgi du malheur. J'ai rendez-vous avec Doug Thornton, le directeur du Superdome. Il va nous expliquer comment cet énorme bâtiment a survécu à sa période la plus sombre. Bienvenue. Alors, on est donc dans le stade? Oui, 185 800 mètres carrés d'espace sous une seule coupole.
Avant le passage de Katrina, le Superdome avait accueilli 6 phases finales du Super Bowl, le pape et les Rolling Stones, acclamés par 91 000 fans. Regardez-moi ça. C'est immense. Il faut vraiment se trouver en plein milieu pour se rendre compte de son ampleur. Oui, c'est un espace très vaste. On marche sur 1,5 hectare de surface plane. Incroyable. Et le toit? 40 880 mètres carrés, soit 3,9 hectares, sachant que le centre de la coupole culmine à 82 mètres au-dessus du sol, la hauteur d'une tour de 27 étages. C'est ce même toit massif qui, pelé par les vents déchaînés de Katrina comme une vulgaire pelure d'oignon, restera comme le symbole indélébile de la destruction de la Nouvelle-Orléans. Je me trouvais à l'intérieur et le son était assourdissant. Imaginez à l'extérieur les vents soulevant le revêtement et toute la charpente métallique qui vibrait comme ça n'est pas permis. On aurait dit qu'une rame de métro ou de montagne russe circulait sans arrêt sur le toit. Ce lundi matin, alors que l'ouragan faisait rage, 14 000 personnes se sont réfugiées à l'intérieur du Superdome. L'afflux a commencé le dimanche matin, quand la municipalité a déclaré le bâtiment refuge de la dernière chance. Dans cette partie basse-là, imaginez 6 000 personnes, blotties les unes contre les autres, essayant de se protéger de la pluie et des débris passant par les trous du toit. Nous avons dû les mettre rapidement à l'abri dans le hall. Et c'est là que j'ai eu très peur qu'il y ait des victimes à cause des éléments tombant de la coupole. Le temps que l'ouragan passe le lundi après-midi, 70% du revêtement du toit a été arraché. Mais si l'intérieur du stade est trempé, tout le monde est sain et sauf. 30 000 survivants à Katrina doivent leur vie à l'ingéniosité de la conception de la charpente de ce toit, mais aussi aux fondations tout à fait uniques du stade. Si l'on dégarnit le Superdome de son revêtement extérieur, on découvre 672 colonnes. Toutes appuyées sur des dalles de béton indépendantes, et chacune soutenue par 15 pilotis de 2,5 cm de côté, lesquels s'enfoncent de 50 mètres dans le sol, la hauteur d'un immeuble de 16 étages. Ce peigne de 5000 tiges très fines empêche le Superdome de s'affaisser. Si les pilotis ne s'enfoncent pas, c'est parce que leur stabilité verticale est assurée par l'argile granuleuse compactée dans laquelle ils plongent. Toute proportion gardée, le processus est identique à celui d'un pied de parasol qu'on enfonce dans le sable. Si grâce à sa surélévation de 90 cm par rapport au niveau de la mer, le Superdome a survécu aux premières déferlantes de Katrina, le pire restait à venir. Le lendemain matin, l'eau clapotait sur le seuil. Elle atteignait 1,50 m dans une des rues et 90 cm derrière le Superdome. Et les réfugiés affluaient. Les hélicoptères de la sécurité civile les déposaient par grappes. Ou bien c'étaient les camions de transport de troupes quasiment amphibies. Les gens remorquaient dans des caisses ce qu'ils avaient pu sauver et arrivaient ici par tous les moyens possibles. Tandis que l'eau déversée par les digues rompues envahit la ville, 30 à 40 000 habitants convergent vers le Superdome où ils resteront 5 jours. Je ne cessais de répéter aux gens, vous êtes ici dans un stade de football équipé pour 4 heures maximum de confort. Ce n'est ni un hôpital, ni un hôtel où l'on peut subvenir aux besoins des gens pendant 4 ou 5 jours. La pression de l'eau étant insuffisante, il n'y avait pas assez de toilettes, aucun moyen d'évacuer les ordures, ni de servir des repas. Les conditions ont beau avoir été précaires, la situation aurait pu être pire. Car sur le coup, seul Doug et ses collègues savent que le dôme est passé à 2 doigts du chaos total. Le lendemain, à 6 heures, vous trouvez de l'eau à la porte du stade. Et je suis inquiet, nos groupes électrogènes risquent d'être inondés. Les voici, et comme vous pouvez le constater, ils sont surélevés de seulement 45 cm. Ouais. Je suis donc venu par ici jusqu'à cette porte, et j'ai regardé par la lucarne. J'avais à peine approché mon visage que j'ai constaté que 90 cm d'eau clapotait contre la porte. Et là, je suis resté impuissant, parce que cette eau commençait à passer sous le seuil et à envahir la salle des machines. Instinctivement, j'ai pensé à ces scènes de films où les machinistes d'un navire en perdition sont inondés par une voie d'eau dans la cale. Avec l'aide de la garde nationale, des volontaires prêtant main forte à l'armée en cas de catastrophe,
Dog et son équipe construisent un barrage de sacs de sable. Mais le soir, l'eau atteint 30 cm. On pensait avoir évité le pire, mais à 19 h, on nous a annoncé qu'il fallait s'attendre à 20 cm de crue supplémentaire dans les heures suivantes. On avait déjà 30 cm d'eau. Par conséquent, si on atteignait 50 cm, ça aurait été la panne totale du groupe électrogène. Plonger subitement 30 000 réfugiés dans l'obscurité totale aurait déclenché des scènes de panique meurtrière. Aussi, une poignée d'hommes est restée à veiller non-stop pendant 3 jours, observant la montée des eaux et se préparant à évacuer les civils vers le parking. Vous voyez la trace de repère inscrit sur le mur pour contrôler la montée de l'eau. La petite croix noire, c'est le seuil limite avant que les groupes électrogènes soient hors d'usage. Par chance, le niveau a culminé à 35 cm et la crue s'est arrêtée. C'était limite. D'un cheveu. Après 6 jours d'enfer, le Superdome peut être enfin évacué. Beaucoup s'attendent à ce que le stade soit démoli. Mais grâce aux subventions gouvernementales et fédérales, 12 mois de travaux et 150 millions d'euros, le Superdome rouvre ses portes complètement rénovées. Juste à temps pour la saison de football. C'était important pour nous de réparer le Superdome. D'abord parce que ce bâtiment est un grand symbole de l'économie locale. Ensuite parce qu'il est devenu l'incarnation médiatique de la souffrance des gens de la Nouvelle-Orléans après Katrina. Pour conserver ce symbole, il fallait qu'on répare très vite les graves dégâts qu'il avait subis. Si on le reconstruisait, la Nouvelle-Orléans suivrait. Oui, l'enjeu était celui d'une grande ville s'efforçant de reconquérir l'admiration de la nation. Il fallait qu'on montre au monde entier notre envie de renaître. La tragédie nationale vécue par le passage de Katrina aurait pu être évitée. Si les images des séquelles laissées par l'ouragan sont encore douloureuses pour l'Amérique, souvenons-nous que ça n'est pas l'ouragan, mais le sous-sol de la Nouvelle-Orléans qui est à l'origine du désastre. Si cette ville veut saisir sa chance de se prémunir d'une autre catastrophe quasi annoncée, elle doit persévérer dans ses efforts d'adaptation et d'aménagement de son sous-sol afin de s'assurer une heureuse pérennité. On y va ? Cette eau sur laquelle nous naviguons, c'est celle du lac Pontchartrain. C'est une sorte de mer intérieure. Au sud de ces rives se trouve la Nouvelle-Orléans. La seule chose qui empêche cette eau d'envahir les rues de la ville, ce sont les digues qui bordent toute cette partie du lac. Le problème, c'est que certaines d'entre elles s'enfoncent. Ivor contrôle leur niveau en permanence. Nous allons justement voir à quoi ça ressemble. Wow. Ici, nous sommes sur le flanc ouest de la Nouvelle-Orléans. Donc, c'est ce mur qui paraît infini, qui est censé protéger la Nouvelle-Orléans. C'est ça, il part du fleuve Mississippi et court jusqu'au lac Pontchartrain. C'est le type de digue construite en 1900 en forme de I. Ces digues constituent l'alternative moderne au traditionnel levé de terre. Ces murs en I sont de simples plaques de béton armées enfoncées profondément dans le sol. Si la digue en T est plus coûteuse, elle est également plus efficace. Elle s'appuie sur une large chape de béton dont la stabilité est renforcée par de solides pieux de soutènement enfoncés de biais dans la terre. Tandis que tous les segments en T ont survécu au passage de Katrina, nombreuses sont les digues en I à Havre. L'eau s'infiltre malgré tout et ruisselle jusqu'au sous-sol où sont logés les transformateurs de 660 volts. Qu'est-ce qui se passe si elle atteint les transformateurs? La station saute. Elle explose? Si les transfos sont encore chauds, oui. C'est pourquoi on avait pensé à les éteindre. Parce que si on les perdait... Vous perdiez la Nouvelle-Orléans. Rufus se précipite vers la salle de contrôle et parvient in extremis à éteindre les transformateurs. Grâce à son sang-froid et à sa maîtrise, il évite une grave panne à la station. Elle peut reprendre son activité une semaine plus tard. Vous étiez en danger ici. Pourquoi n'êtes-vous pas parti vous réfugier ailleurs? Ça paraît peut-être idiot à dire, mais mon travail consiste à protéger la ville avec ses citoyens et tout ce qu'ils possèdent. Nous avons une obligation de résultat.
Tout le monde sait que les digues de la Nouvelle-Orléans posent problème. Pourtant, elles ne sont que la partie visible de l'iceberg, car la Nouvelle-Orléans s'enfonce. Et dans quelques dizaines d'années, l'océan risque de la voir rejointe. Tout ça parce que les meilleures défenses naturelles contre les ouragans, c'est-à-dire ces millions d'hectares de marais côtiers, disparaissent au rythme ahurissant d'un terrain de football toutes les 45 minutes. C'est ça, votre carrière d'argile? Oui, Vous faites littéralement des bains de boue ici. en quelque sorte. Elle fait 21 hectares. Et on prévoit de la creuser jusqu'à 6,70 m de profondeur. Combien de terre vous faut-il pour construire une levée de 560 km de long? Plus de 76 500 000 mètres cubes. J'ai du mal à visionner. D'après nos calculs, ça suffirait à remplir une vingtaine de stades couverts. Je peux descendre palper la consistance de votre matériau de travail? Si vous voulez. Super. Cette carrière d'argile représente littéralement le sous-sol de la Nouvelle-Orléans. C'est l'occasion rare d'avoir un aperçu du milieu géologique sur lequel s'appuie la ville, et qui est la clé de sa sauvegarde. À la différence des autres grandes villes américaines, la Nouvelle-Orléans ne repose pas sur de la roche, mais sur plusieurs couches de boue, de limon et d'argile. En creusant à travers ces strates, le génie militaire espère trouver comment assurer la pérennité de la Nouvelle-Orléans. Voici un bon exemple de ce qu'on recherche. C'est de l'argile. C'est cette terre glaise collante? Vous voyez comme c'est malléable et imperméable. C'est elle qui va donner aux digues leur structure. Exactement. Comment avez-vous découvert ce gisement? On a fait des forages et prélevé des échantillons. Regardez un peu ça. D'ici, je pointe vers ce navire. D'accord? Il est sur le fleuve Mississippi. Vous devinez où est le problème? Regardez, le niveau de l'eau est là-bas. Et voyez où vivent les gens, en contrebas. Eau, plus population, égale problème. Quelques scientifiques spécialisés qui avaient prédit la catastrophe s'ingénuent depuis à prévenir une récidive potentiellement fatale. L'ouragan Katrina aurait généré une énergie égale à celle de 100 000 bombes atomiques. Mais nombreux sont les gens à penser que ça n'était rien en comparaison de ce qui attend la Nouvelle-Orléans. En particulier à cause du réchauffement de la planète et de la montée du niveau des mers. Il y a urgence à anticiper correctement un nouveau désastre. J'ai rendez-vous avec Ivor Van Heerden, un spécialiste du Centre d'études des ouragans à l'Université de Louisiane. Comment ça va? Ici, on est dans l'œil du cyclone. Oui. Originaire d'Afrique du Sud, Ivor Van Heerden est venu vivre à la Nouvelle-Orléans, qu'il entend sauver comme on sauve une terre d'accueil. Au sein de l'Université de Louisiane, le Centre d'études des ouragans figure parmi les laboratoires de pointe pour ce qui concerne la prévision des graves perturbations météorologiques. C'est là qu'Ivor a fini par établir un pronostic pessimiste pour la ville qu'il chérit. C'est la carte côtière de la Louisiane. On a conçu cette carte de sorte qu'elle montre l'avancée progressive des eaux sur les terres. Terrestre, de ce côté. C'est ça. Le nouveau marais est protégé des vagues hautes par ces digues de pierre. Les blocs ont été empilés sur un tissu imputrescible afin de répartir leur poids et les empêcher de s'enfoncer. C'est une installation provisoire pour protéger l'ouvrage. Une fois qu'il sera consolidé, on abattra la digue, de sorte que le jeu des marées laissera entrer et sortir naturellement l'eau. La faune viendra à nouveau s'y installer. Ce nouveau marais autonome absorbera les déferlantes des tempêtes et protégera les habitants de la région. S'il y avait eu davantage de zones humides comme celle-ci au moment du passage de Katrina, les dommages subis par les côtes de la Louisiane auraient été beaucoup moins importants. Regardez ça. C'est précisément la vase qu'on est en train d'évoquer. Elle provient du fond du delta du Mississippi. On est ici en Louisiane, mais ces limons viennent du Minnesota, du Nebraska et du Missouri. C'est donc un peu de ma patrie, l'Amérique, que j'ai sur les mains. À mesure qu'approche l'ouragan Katrina, le maire de la Nouvelle-Orléans déclare son stade couvert, le Superdome de Louisiane, abri de la dernière chance. Mais les vents déchaînés de Katrina vont arracher une partie du toit du bâtiment.
Dans les jours suivant le cataclysme, le stade accueillera tout de même 30 000 personnes contraintes d'accepter des conditions fragiles du Mississippi que je me suis fait avoir comme un spécimen de la faune d'Afrique. Bon Dieu! Autre élément à surveiller de près, la proportion de matière végétale contenue dans l'argile. Vous voyez qu'il y a un peu de matière organique. On vérifie car on ne doit pas dépasser 10% de la composition totale. Mais vous me parliez tout à l'heure de plantes pourrissant dans la glaise. Si leur concentration est trop forte, leur décomposition peut former des poches de vide qui affaiblissent les digues et risquent de causer leur rupture. De petites fissures invisibles à l'œil nu, mais qui sous l'effet des ouragans se gorgent d'eau et à la manière de plaques d'avalanche s'étendent brusquement, faisant s'effondrer sur elles-mêmes des sections entières de digues. Qu'est-ce qui a changé après Katrina? Les critères de conception des digues et les choix des terres servant à les édifier sont devenus plus rigoureux. C'est un des nombreux paradoxes de cette ville. Si l'argile tendre supportant la Nouvelle-Orléans est responsable de son enfoncement progressif, c'est aussi elle qui devrait la sauver. Quant aux intempéries qui ont failli la rayer de la carte, elles fournissent de précieuses pistes pour assurer sa sauvegarde. Par conséquent, plus les tempêtes sont violentes, plus les digues profitent en retour des leçons qu'on en tire. Absolument. Dernière ligne de défense contre un prochain ouragan dévastateur. On est à quelle distance de la ville? Quelque chose comme 12 à 16 kilomètres. Et si près, on s'aperçoit que sous nos pieds, c'est un univers presque entièrement aquatique. Il y a 50 ans, c'était des marées praticables à pied. On estime que d'ici 2050, on aura perdu en terre l'équivalent de la superficie de Baltimore ou de Washington. C'est bizarre, parce qu'ici, on parle d'un point de vue scientifique et écologique. Mais si ailleurs aux États-Unis, quelqu'un voulait s'emparer de force d'une telle superficie, on lui enverrait l'armée. C'est vrai. La plupart de ceux qui travaillent ici ont conscience de l'étendue et de l'urgence du problème. Et ils s'y attellent exactement comme s'ils combattaient un ennemi. Le risque est effectivement de perdre une guerre. On va à Mérir pour voir ça de plus près. D'accord. À 450 mètres d'altitude, le problème est parfaitement clair. Mais c'est en bas que se trouve la solution. À 115 km de la Nouvelle-Orléans se trouve le lac Boudreau, où Darren et un groupe de scientifiques dirigent le projet de sauvegarde des marais du lac Boudreau pour tenter de réparer une partie des énormes dégâts. L'objectif, ajouter 100 hectares de zones marécageuses lorsque Katrina a frappé les côtes de la Louisiane. Si Katrina a fondu sur la Nouvelle-Orléans à 230 km/h, ce n'est pas le vent qui l'a presque entièrement ravagé, mais les eaux qui cernent toute la ville. Au nord, le lac Pontchartrain. Au sud, le golfe du Mexique. À l'est, le lac Borgne. Et serpentant à travers la ville, le fleuve Mississippi. Regardez un peu ça. D'ici, je pointe vers ce navire. D'accord? Il est sur le fleuve Mississippi. Vous devinez où est le problème? Regardez, le niveau de l'eau est là-bas. Et voyez où vivent les gens, en contrebas. Eau, plus population, égale problème. Quelques scientifiques spécialisés qui avaient prédit la catastrophe s'ingénuent depuis à prévenir une récidive potentiellement fatale. L'ouragan Katrina aurait généré une énergie égale à celle de 100 000 bombes atomiques. Mais nombreux sont les gens à penser que ça n'était rien en comparaison de ce qui attend la Nouvelle-Orléans. En particulier à cause du réchauffement de la planète et de la montée du niveau des mers. Il y a urgence à anticiper correctement un nouveau désastre. J'ai rendez-vous avec Ivor Van Heerden, un spécialiste du Centre d'études des ouragans à l'Université de Louisiane. Comment ça va? Ici, on est dans l'œil du cyclone. Oui. Originaires d'Afrique du Sud, ils survivants à Katrina doivent leur vie à l'ingéniosité de la conception de la charpente de ce toit, mais aussi aux fondations tout à fait uniques du stade.
Si l'on dégarnit le Superdome de son revêtement extérieur, on découvre 672 colonnes. Toutes appuyées sur des dalles de béton indépendantes et chacune soutenue par 15 pilotis de 2,5 cm de côté, lesquels s'enfoncent de 50 mètres dans le sol, la hauteur d'un immeuble de 16 étages. Ce peigne de 5000 tiges très fines empêche le Superdome de s'affaisser. Si les pilotis ne s'enfoncent pas, c'est parce que leur stabilité verticale est assurée par l'argile granuleuse compactée dans laquelle ils plongent. Toute proportion gardée, le processus est identique à celui d'un pied de parasol qu'on enfonce dans le sable. Si grâce à sa surélévation de 90 cm par rapport au niveau de la mer, le Superdome a survécu aux premières déferlantes de Katrina, le pire restait à venir. Le lendemain matin, l'eau clapotait sur le seuil. Elle atteignait 1,50 m dans une des rues et 90 cm derrière le Superdome. Et les réfugiés affluaient. Les hélicoptères de la sécurité civile les déposaient par grappes. Ou bien c'était éclaté, ils sont surélevés de seulement 45 cm. Ouais. Je suis donc venu par ici jusqu'à cette porte et j'ai regardé par la lucarne. J'avais à peine approché mon visage que j'ai constaté que 90 cm d'eau clapotait contre la porte. Et là, je suis resté impuissant, parce que cette eau commençait à passer sous le seuil et à envahir la salle des machines. Instinctivement, j'ai pensé à ces scènes de film où les machinistes d'un navire en perdition sont inondés par une voie d'eau dans la cale. Avec l'aide de la garde nationale, des volontaires prêtant main forte à l'armée en cas de catastrophe, Doug et son équipe construisent un barrage de sacs de sable. Mais le soir, l'eau atteint 30 cm. On pensait avoir évité le pire, mais à 19 h, on nous a annoncé qu'il fallait s'attendre à 20 cm de crue supplémentaire dans les heures suivantes. On avait déjà 30 cm d'eau. Par conséquent, si on atteignait 50 cm, ça aurait été la panne totale du groupe électrogène. Plonger subitement 30 000 réfugiés dans l'obscurité totale aurait déclenché des scènes de panique meurtrière. Aussi, une poignée d'hommes est restée à veiller non-stop pendant 3 jours, observant la montée des eaux et se préparant à évacuer les civils vers le parking. Vous voyez la trace de repère inscrit sur le mur pour contrôler la montée de l'eau. La petite croix noire, c'est le seuil limite avant que les groupes électrogènes soient hors d'usage. Par chance, le niveau... À ce dilemme, les urbanistes ont dû trouver une solution, et c'est en sous-sol qu'elle s'est imposée. En 1878, une épidémie de fièvre jaune tue 4000 habitants, forçant 20% de la population à fuir. Après cette tragédie, la Nouvelle-Orléans se décide à lancer un vaste chantier destiné à évacuer ces eaux stagnantes après de fortes précipitations. On commence par creuser 150 km de canaux de drainage interconnectés, alimentés par d'énormes pompes capables d'aspirer l'eau. Un vaste réseau de canaux dessert 24 stations de pompage. La moitié est enfouie à 3,50 m. La construction de ces canaux souterrains, dans un sous-sol meuble, ne sera pas chose facile. Une fois creusés, les canaux sont bordés de parois d'acier. On place au sommet des étais afin d'assurer la verticalité des renforts. Puis on coule devant l'armature une épaisseur de béton suffisante pour supporter la dalle d'appui des rues et des immeubles. Ainsi seront canalisés chaque jour jusqu'à 75 milliards de litres d'eau. Ces canaux font... Qu'est-ce qui a changé après Katrina ? Les critères de conception des digues et les choix des terres servant à les édifier sont devenus plus rigoureux. C'est un des nombreux paradoxes de cette ville. Si l'argile tendre supportant la Nouvelle-Orléans est responsable de son enfoncement progressif, c'est aussi elle qui devrait la sauver. Quant aux intempéries qui ont failli la rayer de la carte, elles fournissent de précieuses pistes pour assurer sa sauvegarde. Par conséquent, plus les tempêtes sont violentes, plus les digues profitent en retour des leçons qu'on en tire. Absolument. Les colons français qui ont bâti la Nouvelle-Orléans ont eu la tâche difficile de transformer des marécages nauséabonds en une agglomération saine. Outre la nécessité de faire face aux inondations provenant des crues du lac Pontchartrain, du Mississippi et du golfe du Mexique,
la ville subit un degré de pluviométrie de 1500 mm par an. 2 fois plus qu'à Amsterdam. Des siècles durant, la Nouvelle-Orléans n'a pas eu de vrais moyens pour évacuer ses eaux de pluie. Malaria, fièvre jaune et choléra faisaient partie de son quotidien. Face à ce dilemme, les urbanistes ont dû trouver une solution. Et c'est en sous-sol qu'elle s'est imposée. En 1878, une épidémie de fièvre jaune tue 4000 habitants, forçant 20% de la population à fuir. Après cette tragédie, la Nouvelle-Orléans se décide de la 17e rue qui déferle vers la station. Ils courent se réfugier à l'intérieur et se barricadent avec des sacs de sable. Je sentais l'eau pousser derrière la porte à mesure que je la consolidais avec les sacs de sable. L'eau s'infiltre malgré tout et ruisselle jusqu'au sous-sol où sont logés les transformateurs de 660 volts. Qu'est-ce qui se passe si elle atteint les transformateurs? La station saute. Elle explose? Si les transfos sont encore chauds, oui. C'est pourquoi on avait pensé à les éteindre. Parce que si on les perdait... Vous perdiez la Nouvelle-Orléans. Rufus se précipite vers la salle de contrôle et parvient in extremis à éteindre les transformateurs. Grâce à son sang-froid et à sa maîtrise, il évite une grave panne à la station. Elle peut reprendre son activité une semaine plus tard. Vous étiez en danger ici. Pourquoi n'êtes-vous pas parti vous réfugier ailleurs? Ça paraît peut-être idiot à dire, mais mon travail consiste à protéger la ville avec ses citoyens et tout ce qu'ils possèdent. Nous avons une obligation de résultat. Tout le monde sait que les digues de la Nouvelle-Orléans posent problème. Pourtant, elles ne sont que la partie visible de l'iceberg, car la Nouvelle-Orléans s'enfonce. Et dans quelques dizaines d'années, l'océan risque de l'avoir rejointe. Des gens pendant 4 ou 5 jours. La pression de l'eau étant insuffisante, il n'y avait pas assez de toilettes, aucun moyen d'évacuer les ordures, ni de servir des repas. Les conditions ont beau avoir été précaires, la situation aurait pu être pire. Car sur le coup, seul Doug et ses collègues savent que le dôme est passé à 2 doigts du chaos total. Le lendemain, à 6 heures, vous trouvez de l'eau à la porte du stade. Et je suis inquiet, nos groupes électrogènes risquent d'être inondés. Les voici, et comme vous pouvez le constater, ils sont surélevés de seulement 45 cm. Ouais. Je suis donc venu par ici jusqu'à cette porte, et j'ai regardé par la lucarne. J'avais à peine approché mon visage que j'ai constaté que 90 cm d'eau clapotait contre la porte. Et là, je suis resté impuissant, parce que cette eau commençait à passer sous le seuil et à envahir la salle des machines. Instinctivement, j'ai pensé à ces scènes de films où les machinistes d'un navire en perdition sont inondés par une voie d'eau dans la cale. Avec l'aide de la garde nationale, des volontaires prêtant main forte à l'armée en cas de catastrophe, Doug et son équipe construisent un barrage de sacs de sable. Mais le soir, l'eau atteint 30 cm. On pensait avoir évité le pire, mais à 19h, on nous a annoncé qu'il fallait s'attendre à 20 cm de crue supplémentaire dans les heures suivantes. On avait déjà 30 cm d'eau. Par conséquent, si on atteignait 50... De la faune d'Afrique. Bon Dieu! Autre élément à surveiller de près. La proportion de matière végétale contenue dans l'argile. Vous voyez qu'il y a un peu de matière organique. On vérifie car on ne doit pas dépasser 10% de la composition totale. Mais vous me parliez tout à l'heure de plantes pourrissant dans la glaise. Si leur concentration est trop forte, leur décomposition peut former des poches de vide qui affaiblissent les digues et risquent de causer leur rupture. De petites fissures invisibles à l'œil nu, mais qui sous l'effet des ouragans se gorgent d'eau et à la manière de plaques d'avalanche s'étendent brusquement, faisant s'effondrer sur elles-mêmes des sections entières de digues. Qu'est-ce qui a changé après Katrina? Les critères de conception des digues et les choix des terres servant à les édifier sont devenus plus rigoureux. C'est un des nombreux paradoxes de cette ville. Si l'argile tendre supportant la Nouvelle-Orléans est responsable de son enfoncement progressif, c'est aussi elle qui devrait la sauver. Quant aux intempéries qui ont failli la rayer de la carte, elles fournissent de précieuses pistes pour assurer sa sauvegarde. Par conséquent, plus les tempêtes sont violentes, plus les digues profitent en retour des leçons qu'on en tire. Absolument.
dernière ligne de défense contre un prochain ouragan dévastateur. Et des solutions urgentes. Les sous-sols sont sans doute la clé de la survie d'une ville où l'on doit surélever jusqu'au cimetière. Des digues en pleine dislocation. Ce mur est à environ 35 cm trop bas. Il suffit qu'un des pans cède pour que les autres suivent. Aux chantiers colossaux prévus pour sauver la ville de l'engloutissement. Il y a là 76 500 000 mètres cubes de glaise, de quoi remplir 20 stades couverts. La Nouvelle-Orléans doit sa survie à une cohorte de héros anonymes. Si on perdait cette centrale, Vous perdiez la Nouvelle-Orléans. Une guerre de travaux titanesque est engagée. ça peut recommencer à la prochaine saison des ouragans. Car la ville est en péril sous le niveau de la mer. Remontez avec nous les couloirs du temps dans Les Secrets des villes. Aujourd'hui, l'ouragan Katrina. La Nouvelle-Orléans se remet lentement du passage de l'ouragan Katrina. Tandis qu'on rebâtit les quartiers dévastés et qu'ingénieurs et ouvriers travaillent d'arrache-pied pour reconstruire les digues rompues, les habitants ont retrouvé leurs habitudes festives. Bonjour, je suis Don Wildman. Comme vous pouvez le voir, Mardi Gras bat son plein en centre-ville. Les gens font la fête sans se soucier du lendemain. La Nouvelle-Orléans se remet lentement du passage de l'ouragan Katrina. Tandis qu'on rebâtit les quartiers dévastés et qu'ingénieurs et ouvriers travaillent d'arrache-pied pour reconstruire les digues rompues, les habitants ont retrouvé leurs habitudes festives. Bonjour, je suis Don Wildman. Comme vous pouvez le voir, Mardi Gras bat son plein en centre-ville. Les gens font la fête sans se soucier du lendemain. Il faut se réjouir de cette liesse, puisqu'en août 2005, la plupart des habitants ne prédisaient plus aucun avenir à la Nouvelle-Orléans. L'ouragan Katrina a inondé 65 de ses 75 quartiers, tuant plus de 1200 personnes. C'est la pire catastrophe, à la fois naturelle et structurelle, qu'aient connue les États-Unis. Le fait est que la capitale du jazz a toujours été confrontée à de grosses difficultés pour survivre. La moitié de la Nouvelle-Orléans est située sous le niveau de la mer, par endroits jusqu'à moins 3,50 m. Une réalité difficile à vivre, qui depuis des lustres pousse ses habitants à se mesurer aux forces de la nature. Si ingénieurs et scientifiques n'agissent pas très rapidement, la Nouvelle-Orléans risque d'être définitivement rayée de la carte. Une course contre la montre s'est donc engagée. Une seule solution, le sous-sol. Une moitié de la ville est située sous le niveau de la mer. Et la totalité de... Par conséquent, si on atteignait 50 cm, ça aurait été la panne totale du groupe électrogène. Plonger subitement 30 000 réfugiés dans l'obscurité totale aurait déclenché des scènes de panique meurtrière. Aussi, une poignée d'hommes est restée à veiller non-stop pendant 3 jours, observant la montée des eaux et se préparant à évacuer les civils vers le parking. Vous voyez la trace de repère inscrit sur le mur pour contrôler la montée de l'eau. La petite croix noire, c'est le seuil limite avant que les groupes électrogènes soient hors d'usage. Par chance, le niveau... À ce dilemme, les urbanistes ont dû trouver une solution, et c'est en sous-sol qu'elle s'est imposée. En 1878, une épidémie de fièvre jaune tue 4000 habitants, forçant 20% de la population à fuir. Après cette tragédie, la Nouvelle-Orléans se décide à lancer un vaste chantier destiné à évacuer ces eaux stagnantes après de fortes précipitations. On commence par creuser 150 km de canaux de drainage interconnectés, alimentés par d'énormes pompes capables d'aspirer l'eau. Un vaste réseau de canaux dessert 24 stations de Orléans déclare son stade couvert, le Superdome de Louisiane, abri de la dernière chance. Mais les vents déchaînés de Katrina vont arracher une partie du toit du bâtiment. Dans les jours suivant le cataclysme, le stade accueillera tout de même 30 000 personnes contraintes d'accepter des conditions fragiles du Mississippi que je me suis fait avoir.
comme un spécimen de la faune d'Afrique. Bon Dieu! Autre élément à surveiller de près, la proportion de matière végétale contenue dans l'argile. Vous voyez qu'il y a un peu de matière organique. On vérifie car on ne doit pas dépasser 10% de la composition totale. Mais vous me parliez tout à l'heure de plantes pourrissant dans la glaise. Si leur concentration est trop forte, leur décomposition peut former des poches de vide qui affaiblissent les digues et risquent de causer leur rupture. De petites fissures invisibles à l'œil nu, mais qui sous l'effet des ouragans se gorgent d'eau et à la manière de plaques d'avalanche s'étendent brusquement, faisant s'effondrer sur elles-mêmes des sections entières de digues. Qu'est-ce qui a changé après Katrina? Les critères de conception des digues et les choix des terres servant à les édifier sont devenus plus rigoureux. C'est un des nombreux paradoxes de cette ville. Si l'argile tendre supportant la Nouvelle-Orléans est responsable de son enfoncement progressif, c'est aussi elle qui devrait la sauver. Quant aux intempéries qui ont failli la rayer de la carte, à 115 km de la Nouvelle-Orléans se trouve le lac Boudreau, où Darren et un groupe de scientifiques dirigent le projet de sauvegarde des marais du lac Boudreau pour tenter de réparer une partie des énormes dégâts. L'objectif, ajouter 100 hectares de zones marécageuses bien tangibles, à un littoral qui a perdu une langue de 60 à 90 mètres en 50 ans seulement. On est en plein milieu des marais. Par ici? Faites attention où vous mettez les pieds, on s'enfonce. Je sens le sol bouger. On a l'impression de remuer tout l'îlot rien qu'en se déplaçant. Les Cajuns appelaient ça la prairie tremblante à l'époque. C'était terreux et couvert d'herbes grasses. On se croirait sur un trampoline. C'est pour ça que c'est si fragile. Oui. Avec votre équipe, vous démarrez donc d'un marais naturel. Oui, on monte ici sur ce qu'on appelle un endiguement. Le projet consiste à draguer des sédiments du lac qui se trouvent face à nous pour les transférer derrière cet endiguement et restaurer peu à peu les terres marécageuses. Ce marais artificiel, qu'on s'évertue à créer au large de la Nouvelle-Orléans, est constitué de boue collectée au fond du lac, afin de transformer ces rives en zones humides où prospéreront faune et flore. Pour recueillir les sédiments du lit, on utilise une drague hydraulique. Comment ça va? Ici, on est dans l'œil du cyclone. Oui. Originaire d'Afrique du Sud, Ivor Van Heerden est venu vivre à la Nouvelle-Orléans, qu'il entend sauver comme on sauve une terre d'accueil. Au sein de l'Université de Louisiane, le Centre d'études des ouragans figure parmi les laboratoires de pointe pour ce qui concerne la prévision des graves perturbations météorologiques. C'est là qu'Ivor a fini par établir un pronostic pessimiste pour la ville qu'il chérit. C'est la carte côtière de la Louisiane. On a conçu cette carte de sorte qu'elle montre l'avancée progressive des eaux sur les terres des années 1930 à 2000. Les zones oranges marquent quoi? Toutes les terres perdues. Depuis les années 30? Ça représente plus de 500 000 hectares. Pour la plupart concentrés autour de la Nouvelle-Orléans, le phénomène s'étant aggravé avec Katrina. On est dans une situation d'extrême urgence au niveau national. Malheureusement, la côte de la Louisiane n'est qu'au début du cauchemar. Tandis que le réchauffement de la planète élève le niveau des mers, la Nouvelle-Orléans ne sera bientôt plus la seule ville à perdre progressivement de sa terre ferme. 53% des Américains vivent dans des agglomérations du littoral. Tous courent un danger accru dû aux inondations provoquées par les tempêtes. Les scientifiques estiment que l'Atlantique risque de s'élever encore de 30 cm d'ici la fin du XXIe siècle. Il suffirait alors d'un cyclone majeur pour que Miami, Washington et Boston aient la dalle d'appui des rues et des immeubles. Ainsi seront canalisés chaque jour jusqu'à 75 milliards de litres d'eau. Ces canaux font... Qu'est-ce qui a changé après Katrina? Les critères de conception des digues et les choix des terres servant à les édifier sont devenus plus rigoureux. C'est un des nombreux paradoxes de cette ville. Si l'argile tendre supportant la Nouvelle-Orléans est responsable de son enfoncement progressif, c'est aussi elle qui devrait la sauver. Quant aux intempéries qui ont failli la rayer de la carte, elles fournissent de précieuses pistes pour assurer sa sauvegarde. Par conséquent, plus les tempêtes sont violentes, plus les digues profitent en retour des leçons qu'on en tire. Absolument.
Les colons français qui ont bâti la Nouvelle-Orléans ont eu la tâche difficile de transformer des marécages nauséabonds en une agglomération saine. Outre la nécessité de faire face aux inondations provenant des crues du lac Pontchartrain, du Mississippi et du golfe du Mexique, la ville subit un degré de pluviométrie de 1500 mm par an, 2 fois plus qu'à Amsterdam. Des siècles durant, la Nouvelle-Orléans n'a pas eu de vrais moyens pour évacuer ses eaux de pluie. Malaria, fièvre jaune et choléra faisaient partie de son quotidien. Face à ce dilemme, les urbanistes ont dû trouver une solution. Et c'est en sous-sol qu'elle s'est imposée. En 1878, une épidémie tint quand la municipalité a déclaré le bâtiment refuge de la dernière chance. Dans cette partie basse-là, imaginez 6000 personnes, blotties les unes contre les autres, essayant de se protéger de la pluie et des débris passant par les trous du toit. Nous avons dû les mettre rapidement à l'abri dans le hall. Et c'est là que j'ai eu très peur qu'il y ait des victimes à cause des éléments tombant de la coupole. Le temps que l'ouragan passe le lundi après-midi, 70% du revêtement du toit a été arraché. Mais si l'intérieur du stade est trempé, tout le monde est sain et sauf. 30 000 survivants à Katrina doivent leur vie à l'ingéniosité de la conception de la charpente de ce toit, mais aussi aux fondations tout à fait uniques du stade. Si l'on dégarnit le Superdome de son revêtement extérieur, on découvre 672 colonnes. Toutes appuyées sur des dalles de béton indépendantes, et chacune soutenue par 15 pilotis de 2,5 cm de côté, lesquels s'enfoncent de 50 mètres dans le sol, la hauteur d'un immeuble de 16 étages. Ce peigne de 5000 tiges très fines empêche le Superdome de s'affaisser. Si les pilotis ne s'enfoncent pas, c'est parce que leur stabilité verticale est assurée par l'argile granuleuse compactée dans laquelle ils... Quelques scientifiques spécialisés qui avaient prédit la catastrophe s'ingénuent depuis à prévenir une récidive potentiellement fatale. L'ouragan Katrina aurait généré une énergie égale à celle de 100 000 bombes atomiques. Mais nombreux sont les gens à penser que ça n'était rien en comparaison de ce qui attend la Nouvelle-Orléans. En particulier à cause du réchauffement de la planète et de la montée du niveau des mers. Il y a urgence à anticiper correctement un nouveau désastre. J'ai rendez-vous avec Ivor Van Heerden, un spécialiste du Centre d'études des ouragans à l'Université de Louisiane. Comment ça va? Ici, on est dans l'œil du cyclone. Oui. Originaires d'Afrique du Sud, ils survivants à Katrina doivent leur vie à l'ingéniosité de la conception de la charpente de ce toit, mais aussi aux fondations tout à fait uniques du stade. Si l'on dégarnit le Superdome de son revêtement extérieur, on découvre 672 colonnes. Toutes appuyées sur des dalles de béton indépendantes, et chacune soutenue par 15 pilotis de 2,5 cm de côté, lesquels s'enfoncent de 50 mètres dans le sol, la hauteur d'un immeuble de... Déjà 30 cm d'eau. Par conséquent, si on atteignait 50 cm, ça aurait été la panne totale du groupe électrogène. Plonger subitement 30 000 réfugiés dans l'obscurité totale aurait déclenché des scènes de panique meurtrière. Aussi, une poignée d'hommes est restée à veiller non-stop pendant 3 jours, observant la montée des eaux et se préparant à évacuer les civils vers le parking. Vous voyez la trace de repère inscrit sur le mur pour contrôler la montée de l'eau. La petite croix noire, c'est le seuil limite avant que les groupes électrogènes soient hors d'usage. Par chance, le niveau a culminé à 35 cm et la crue s'est arrêtée. C'était limite. D'un cheveu. Après 6 jours d'enfer, le Superdome peut être enfin évacué. Beaucoup s'attendent à ce que le stade soit démoli. Mais grâce aux subventions gouvernementales et fédérales, 12 mois de travaux et 150 millions d'euros, le Superdome rouvre ses portes complètement rénovées. Juste à temps pour la saison de football. C'était important pour nous de réparer le Superdome. D'abord parce que ce bâtiment est un grand symbole de l'économie locale.
Ensuite, parce qu'il est devenu l'incarnation médiatique de la souffrance des gens de la Nouvelle-Orléans après Katrina. Pour conserver ce symbole, il fallait qu'on répare très vite les graves dégâts qu'il avait subis. Si on le reconstruisait, la Nouvelle-Orléans suivrait. Oui, l'enjeu était celui d'une grande ville s'efforçant de reconquérir l'admiration de la nation. Il fallait qu'on montre au monde entier notre envie de renaître. Cumulant les capacités de 3000 PC haut de gamme. Leur rôle, simuler des scénarios catastrophes sur la topographie de la Nouvelle-Orléans et ses digues. Il évalue les dégâts causés à la ville en fonction de la force, de la vitesse et de la direction des ouragans. Là, vous avez imaginé qu'un ouragan de la force de Katrina arrive par l'ouest, et non par l'est, comme Katrina. Oui, on l'a même un peu ralenti. Voici l'œil qui monte. Et en cours de route, vous remarquez que les couleurs s'éclaircissent. C'est exact. Et une fois qu'il est passé, vous constatez que l'intégralité de la Nouvelle-Orléans a été submergée. Si au passage de Katrina, le célèbre quartier français a été épargné des eaux, il faut savoir qu'un ouragan de catégorie 3 en provenance de l'ouest bouleverserait ce scénario. Les vents provoqueraient des déferlantes provenant des voies navigables, comme le Mississippi, et créeraient un énorme raz-de-marée qui franchirait les digues. Ces trombes s'abattraient sur Bourbon Street et culmineraient à 4,50 m au-dessus du niveau de la mer, engloutissant le reste de la ville sur des kilomètres. Un tel scénario ferait sans doute dans les 50 000 morts au lieu des 1500 victimes recensées. Vous êtes sûr que ça peut arriver? Pas plus tard qu'à la prochaine saison des ouragans. Ivor pense qu'il faut s'attendre à voir déferler une nouvelle méga-tempête. Pour protéger la Nouvelle-Orléans d'un cataclysme, les ingénieurs doivent reconstruire ils font aussi dépérir les marais de Louisiane. Ces zones marécageuses ne sont pas seulement un habitat naturel de la faune. Elles agissent également comme une éponge, absorbant l'eau des déferlantes qui annoncent le passage d'ouragans violents comme Katrina. J'ai rendez-vous avec Chuck Villarubia, biologiste au sein d'un groupe de scientifiques et d'ingénieurs chargés de sauver le littoral de la Louisiane. À 88 km de la Nouvelle-Orléans se trouve le canal d'eau douce de Caernarvon, un ouvrage bâti pour sauver les marécages moribonds de la Louisiane. Son rôle marque une étape décisive dans la protection de la Nouvelle-Orléans lorsque sévira la prochaine méga-tempête. Cette infrastructure est donc essentiellement une porte d'écluse. Oui, on l'utilise surtout pour réhydrater les marais côtiers. Elle sert à canaliser une petite partie de l'eau du Mississippi vers les marais, comme ça se passait naturellement avant qu'on ne bâtisse des digues. Et comment fonctionne ce canal de déviation? Le barrage est équipé de 5 écluses, permettant à l'eau douce du Mississippi de passer par des coffrages en béton qui la déversent dans le canal conduisant vers les marais. L'ouvrage sépare le fleuve Mississippi d'un étroit canal naissant à 3,30 m sous son niveau. À 7 mètres sous la surface du côté du Mississippi se trouvent 5 coffrages de béton, fermés par des portes métalliques. Un mécanisme permet d'ouvrir les portes. Attirée par la force de gravité, l'eau s'engouffre dans les coffrages jusque de l'eau à ce que le stade soit démoli. Mais grâce aux subventions gouvernementales et fédérales, 12 mois de travaux et 150 millions d'euros, le Superdome rouvre ses portes complètement rénovées. Juste à temps pour la saison de football. C'était important pour nous de réparer le Superdome. D'abord parce que ce bâtiment est un grand symbole de l'économie locale. Ensuite parce qu'il est devenu l'incarnation médiatique de la souffrance des gens de la Nouvelle-Orléans après Katrina. Pour conserver ce symbole, il fallait qu'on répare très vite les graves dégâts qu'il avait subis. Si on le reconstruisait, la Nouvelle-Orléans suivrait. Oui, l'enjeu était celui d'une grande ville s'efforçant de reconquérir l'admiration de la nation. Il fallait qu'on montre au monde entier notre envie de renaître. La tragédie nationale vécue par le passage de Katrina aurait pu être évitée. Si les images des séquelles laissées par l'ouragan sont encore douloureuses pour l'Amérique, souvenons-nous que ce n'est pas l'ouragan, mais le sous-sol de la Nouvelle-Orléans qui est à l'origine du désastre. Si cette ville veut saisir sa chance de se prémunir d'une autre catastrophe quasi annoncée, elle doit persévérer dans ses efforts d'adaptation et d'aménagement de son sous-sol afin de s'assurer une heureuse pérennité. On y va? Perdu pour de bon. Cette pompe a presque 100 ans, mais elle n'a rien perdu de sa puissance.
Voilà comment ça fonctionne. Cette roue, c'est en quelque sorte le moteur. Elle tourne à grande vitesse. Elle fournit l'énergie rotative à un arbre, lequel est relié à l'hélice enfermée là derrière. Une hélice de 3,60 m de diamètre qui, en tournant, crée une force d'aspiration qui draine l'eau. Dès que la pompe est amorcée, l'eau s'évacue vers l'autre bout, où elle est canalisée jusqu'au lac Pontchartrain. Cette immense station compte 15 pompes. En les mettant toutes en marche en même temps, on peut évacuer jusqu'à 3 785 000 litres d'eau par seconde. L'un des opérateurs de ces pompes, Rufus Burkhalter, est resté travailler 24 heures dans la station numéro 6 pendant le passage de Katrina. Ici, nous sommes dans la salle de contrôle, n'est-ce pas? Oui. Dès qu'il sait que Katrina va frapper la Nouvelle-Orléans, Rufus met sa famille à l'abri à Houston et rejoint son poste. Quelle était l'ambiance ce jour-là? On avait très peur. Mais on avait tous notre boulot à accomplir, alors on s'y est collé. On a pompé l'eau autant qu'on pouvait. Ou du moins, avons-nous pensé qu'on y arriverait. Le lundi matin, Rufus aperçoit l'eau de la brèche du canal située au niveau de la 17e rue qui déferle vers la station. Il